Et la première question qui vient, c'est et maintenant? Maintenant, où ça en est? Et puis aussi un petit peu Paris, Sandra, Salma, est-ce que tu es toujours en relation avec eux? Est-ce que tu as gardé le lien? Merci tout d'abord de votre présence. Oui, alors c'est vrai que la première question qui se pose, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, j'ai gardé un lien avec Barry, Salma Bakar un peu moins, Sandra, bien sûr c'est une amie très proche et qui vit toujours à Paris, donc on est en lien très étroit, très fréquent. Et les jeunes, alors il faut savoir que c'est pas compliqué de maintenir un lien, surtout avec les réseaux sociaux, mais comme je le dis d'ailleurs déjà dans le film, c'est que ils bougent, bah c'est normal, ce sont des danseurs, mais ça bouge très très vite et donc ils passent d'un projet à l'autre et c'est toujours le système D. Et c'est par rapport à l'époque qu'on voit dans le film, bah c'est pire aujourd'hui. Parce que la Tunisie s'est refermée. Alors j'avais fait un autre film en Égypte avant celui-là. C'est encore pire. Mais la Tunisie, c'est très, très difficile. Alors, j'ai pas des nouvelles récentes de Barry. Ce que je sais, c'est que il s'est installé dans le Grand Sud, à Tataouine, donc où il a monté une espèce. Enfin, il fourmille toujours de projets, hein. Mais c'est très compliqué. Enfin, il vit très mal. La situation économique de la Tunisie est catastrophique. Donc, tous ces jeunes qui cherchent à s'en sortir, à vivre, à survivre, c'est vraiment le système D. Alors, Barry, il a cette espèce de foi chevillée au corps, et quoi qu'il arrive, il ne partira pas de Tunisie. Pour autant, il a pu venir, bien sûr, en France et en Belgique, mais c'est pas du tout son intention de quitter son pays, contrairement à d'autres. Donc c'est un film qui pose beaucoup de questions sur la question de l'exil aussi, enfin, tous ces sujets auxquels on est confronté, nous, depuis ce côté-ci de la Méditerranée. La question du corps, bien évidemment, et comment la danse peut être un véritable, j'ai pas envie de dire outil, ni arme, mais en tous les cas un moyen d'expression qui va au-delà des mots et qui permet de raconter quelque chose d'extrêmement fort. En tout cas, c'était leur, et c'est toujours leur façon de résister, on va dire. Alors j'ai une autre question sur justement on va dire les deux personnages, les deux fondateurs, Barry et Sandra, parce qu'on dit à plusieurs reprises, la danse c'est pas pour les hommes, la danse c'est pour les femmes, et en plus les femmes c'est autour du mariage, du sexe, enfin voilà, il y a cette liaison. Et alors lui c'est un homme, et lui il est là-bas encore, et il a cette force, il a cette affirmation, cette force, et Sandra, elle est en France, donc elle n'a pas tenu. Et donc c'est un peu l'inverse finalement, parce que lui résiste doublement, il résiste par la danse et il résiste comme danseur homme, et elle, dans sa position de danseuse, elle explique, tu lui poses la question, mais elle ne répond pas vraiment à la question, parce qu'elle dit j'ai pas tenu, mais en même temps elle dit tous les échanges qu'elle a avec son entourage, et elle a craqué. Oui, elle a craqué. Alors Sandra, elle a fait beaucoup d'allers-retours, hein. Bon là, elle vit en effet à Paris depuis une petite dizaine d'années. Bon, elle a eu un enfant avec un Français, donc elle s'est vraiment ancrée maintenant en France. Mais avant ça, elle a travaillé puisqu'elle est docteur en psychologie, donc elle a fait une thèse de doctorat sur la question de l'exil. Du point de vue psychologique et des difficultés psychiques que ça peut engendrer pour les Tunisiens en France. Et
puis elle a travaillé aussi dans un hôpital psychiatrique en Tunisie, donc elle a essayé de continuer à travailler en Tunisie. Alors elle a cette double casquette entre psy et danseuse. Mais elle n'a pas tenu. Je pense que la pression, elle est telle pour une femme que c'est... je dirais que pour une rebelle comme Sandra, ça devenait vraiment, vraiment compliqué. Puis même sa famille immédiate, enfin ses parents, son frère, ses oncles, ses tantes... C'était vraiment pour elle, elle le dit, enfin, elle étouffait complètement. Donc même si, enfin, c'est complexe parce que c'est autorisé sans l'être en fait. Donc la place de la femme, quand bien même il s'agit de la Tunisie, et c'est pas d'autres pays du monde arabe où la condition de la femme est encore bien pire, mais enfin tout de même. C'est compliqué quand même, une femme dans l'espace public et de la trempe de Sandra, quoi, qui a fait de la prison, voilà, elle ne le raconte pas, et c'est pas... Barry aussi, enfin tous ont été arrêtés. D'ailleurs on le voit dans le film à un moment donné. Alors j'ai pas traduit parce que ce qui m'intéressait c'était surtout la tension des corps quand... cet homme, au début du film, arrive, interfère dans la performance. Bon, c'est un flic en civil, je pense que tout le monde l'a deviné, mais bah voilà, quoi, ce qui m'intéressait, c'était cette espèce de position comme ça, d'arbitraire un peu, et de vouloir arrêter, ce qu'il n'a pas réussi à faire par ailleurs, parce qu'il y avait trop de monde autour. Je crois qu'il y a aussi une autre scène quand ils sont tous en costume et il y a aussi quelqu'un qui veut interférer et puis qui est un peu chassé par tout le monde, qui est repoussé. C'est aussi la même chose, c'est aussi une opposition. Et là, à ce moment-là, en tout cas, et à cette époque-là, on a l'impression que la foule qui est là participe et elle est de leur côté, contre justement les salafistes et les intégristes. Et eux, ils y vont en groupe aussi, donc c'est aussi ça qui donne un peu une force. Parce que tout seul, c'est effectivement, ça doit être très difficile. Alors, je ne vois pas très bien parce que c'est un peu sombre, mais est-ce que vous souhaitez intervenir? On va faire passer le micro. Oui, on va faire passer le micro. Bonsoir et merci. Beaucoup de questions, mais je commence par la première. Est-ce que vous aviez la liberté du mouvement et de l'action pendant le film? Est-ce que, évidemment, puisque si on place le contexte 2015, 2016, 2014, c'est le pouvoir des barbus qui est féroce. Est-ce que vous avez pu filmer tranquillement? Est-ce que vous avez reçu des... Ma première question. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez là ou... Oui. Je vais faire l'aller-retour. Il n'y a pas deux micros. On va faire comme ça. Merci pour votre question. Alors oui, en effet, c'était pas si simple. Les autorisations, il faut savoir jouer avec. Évidemment, elles sont nécessaires. Mais après, on a décidé d'indiquer, pour obtenir toutes les autorisations, qu'on faisait un film touristique sur la Tunisie, de manière à pouvoir être un peu plus libre. Et par ailleurs, on avait des petites caméras donc assez discrètes pour pouvoir filmer sans être repéré avec un matériel qui était trop visible. Voilà. Donc il y a des trucs comme ça qui permettent quand même de faire son travail. Alors il y a d'autres questions. Je remonte. D'abord, je vous remercie infiniment. Allô? Comme ça, c'est bon? Oui. Bon, d'abord, je vous remercie infiniment. Vraiment, et là, je suis complètement là, je sais pas dans quel état je suis, parce que je ne sais pas comment je suis, parce que c'est la première fois où on sort un sujet tabou comme sur la Tunisie, de l'ombre à la lumière. Et là, vous l'avez fait d'une façon superbe.
avec des acteurs, avec des danseurs géniaux. Bon, et là, on comprend ce que vous avez fait, c'est que c'était un tabou, enfin, le corps déjà, et de la femme, de l'homme, et surtout montrer dans la rue, comme ça, au vu tout le monde. Et en plus, en dehors des fêtes, parce que là, la danse, c'est général, quand il y a une fête, quand on l'a montré, etc. Donc là, on danse, mais là où on voit que les corps s'expriment, c'est vraiment... Et là, ça devient un art. Et là, justement, c'est comme les jeunes qui ont su, que l'on dit, c'est très difficile à faire comprendre, justement. Parce que, et comme Selma Bakar a dit, c'est que c'est la mentalité, justement, qui n'est pas suivie. Malheureusement, on pensait qu'il y aurait quelque chose, que ça va avancer, que les esprits allaient un peu. Mais il y a toujours un blocage. Et ce blocage-là, c'est que ça va toujours, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'espoir. Et ça, ces jeunes-là, justement, avec leur force, avec leur pugnacité, avec leur... Vraiment, ils veulent changer. Et là, ça me donne, moi, l'espoir, sincèrement. Et... Non, pas question, parce que ce sont des constats, parce que je n'ai pas à questionner, vous avez tout montré. Voilà. Oui, le thème, pour moi, j'allais dire clair, c'est-à-dire cette volonté, que ce soit avant 2011 ou aujourd'hui, c'est d'inscrire et de limiter la notion de culture à ce que dit le Coran. Par conséquent, cet espace de pouvoir faire bouger son corps, sa tête, son esprit, depuis très longtemps, puisqu'évidemment, on revient à l'idée, le haram, c'est-à-dire le tabou, on le trouve pratiquement dans le discours avant la Révolution, après la Révolution, et l'espace, justement, l'espace public, il est interdit aux femmes, et a fortiori, justement, pour montrer leur corps et pouvoir s'exprimer librement. Donc, de ce point de vue, quand j'ai entendu tout à l'heure un monsieur aussi intellectuel qui disait, en fait, l'islam, on peut l'interpréter, machin. Bon, d'accord, je simplifie vite fait, mais c'était l'interdiction, avant et aujourd'hui, de donner à la femme cette possibilité d'user de son corps. Donc, à mon avis, il n'y a pas grand changement. Surtout dans l'espace public. C'est vrai qu'on on autorise les femmes pour danser entre elles dans un espace fermé. Merci. Blandine, et puis après, Francis. Oui, merci de votre retour. Ça me touche beaucoup. Ça fait quelque temps que je n'avais pas vu le film. Donc, du coup, les réflexions que ça m'amène aujourd'hui sont évidemment différentes que celles qui m'ont traversées il y a quelques années. Elles sont peut-être un peu moins optimistes que celles qui m'habitaient il y a quelques années, malheureusement. Ce que je trouve aussi, alors c'est toujours difficile d'avoir un recul critique sur son travail, mais là, comme j'ai le recul de quelques années sans avoir vu le film, je me dis, mais quelle leçon d'abord pour nous tous, voilà, cette énergie vitale de continuer, de ne pas lâcher. Ça, c'est une première émotion, principale émotion à la projection du film. Et puis ensuite, la question en effet de la religion. Alors, bon, moi, j'ai pas une connaissance de l'islam comme les personnages du film l'ont. Ce qui m'a quand même beaucoup... ce qui m'interroge, en tout cas aujourd'hui, avec voilà, tout ce qui se passe dans notre monde, c'est que c'est de pire en pire. Donc il
et que ces gens-là, pour moi, sont vraiment c'est des gens qu'il faut écouter, qu'il faut entendre, et c'est pour ça que j'avais souhaité, enfin je suis tombée dessus, sur lui complètement par hasard, Youssef Sedik, qui pour moi est quand même représentatif de cette... alors vous avez pas l'air d'accord avec moi, je vous vois, qui est quand même représentatif de l'islam des Lumières, mais je peux me tromper parce que, voilà, vous avez peut-être une opinion différente. C'est un des rares justement qui reste. Heureusement, c'est une seule voix qui parle justement comme ça. Parce qu'il y en avait un tué, Choukri Belaïd. Donc, il restait le deuxième, c'est à la radio, à la télévision. C'est la seule voix qui restait après, vraiment, qui donnait une autre lecture du Coran, de l'islam, etc. Rien pour ça, je le remercie. Je peux peut-être la poser comme ça, sans micro, ça va? D'accord. C'était après ta réponse précédente sur la façon dont tu as réussi à tourner les situations à ton avantage pour pouvoir faire le film. J'ai noté là que quand tu vas dans le sud, tu dis que tu organises ce truc. Et là, j'ai regardé ton film plusieurs fois depuis que tu m'as envoyé le lien. Et aujourd'hui, ça me vient que tu dis ça, que tu organises, que c'est toi qui l'organises. Donc, je me suis dit, ah oui, donc du coup, ça, parce que là, je commence à connecter au bout de 3 visionnages, peut-être je commence à comprendre. Mais oui, c'est pas si simple en fait. Et donc, tu as utilisé ta stratégie d'autorisation de films touristiques pour faire ça. J'ai une petite anecdote, je me permets de raconter une anecdote sur cette question de la danse, de la joie, de ce que dit Sedik sur la danse dans les mariages. Il y a de ça prend 24 ans cet été, j'ai passé un mois en Égypte, à Assouan en particulier, que je connais bien, et pour photographier. Et un ami m'a invité à une fête de mariage. C'était le mariage d'un de ses amis avec une femme, donc dans une grande salle des fêtes que les gens peuvent occuper à Assouan. Et il m'a dit, Robert, tu viens, tu pourras photographier, c'est intéressant. Ok, très bien. Et donc j'ai fait des photos pendant le mariage. J'ai entre autres fait une photo où cette femme, la mariée, danse de façon assez élégante. Elle est certes habillée comme elle s'habille toutes les mariées là-bas, mais elle a beaucoup de grâce, elle danse, et c'est un moment, elle danse avec son père. C'est la réflexion de Sedik m'est revenue, ça m'a fait penser à ça. Il danse avec un bâton, évidemment. Voilà. Oui, la danse du bâton. Voilà. Et depuis l'année dernière, il se trouve que j'étais amené à publier sur une page qui est gérée par des gens d'Assouan, pour publier des photos d'Assouan d'autrefois. Il y a 24 ans, c'est quand même autrefois. Et donc, je publie régulièrement les photos que j'ai pu faire. Et j'en suis arrivé à ces photos faites en 2000, et je publie la photo de cette femme en train de danser. On voit des gens un peu autour, l'obscurité autour d'elle. C'est elle qui a la lumière sur elle. Et il y a immédiatement, dans la journée qui a suivi la publication, cette femme, son frère, peut-être son mari, je ne sais pas, ont envoyé des menaces au gestionnaire du site et à moi de nous faire des poursuites en nous demandant d'éliminer cette photo. Et la femme m'a envoyé un message à moi via Facebook, donc, et elle me dit que je n'ai pas le droit de montrer sa joie. Et c'est ce que, tout à l'heure, ça c'est ce que dit Sedik sur... c'est ça, quoi. Et voilà. Et du coup, les gars avec qui je suis en contact, qui gèrent la page, bon, ils sont désolés que les gens aient cette mentalité, mais on a cédé. Enfin, ok, on enlève la photo, mais on aura la peine. Mais la raison qu'elle a évoquée, que je n'ai pas le droit de montrer sa joie. Sa joie, pour moi, bien sûr, je ne suis pas de la même culture, il n'y a rien de honteux, au contraire. Enfin, je veux dire, c'est une joie humaine. Voilà. Enfin, c'est une anecdote qui vient en écho de ce que tu dis et ce que les gens disent dans ton film. Voilà. Excusez-moi. Non, c'est... Ah, tiens, ça ne marche pas.
J'arrive. C'est où, voilà, la gare ou à côté de... Ouais. Et là, oui, le policier là, qui est intervenu, là. Or, il y a une autre scène où il y avait un réacteur nucléaire, justement. Et là, vraiment c'est très important, ça veut dire que oh, avec la lance, c'est ce qu'il fait faire au début. Mais là, on voit, et après, qu'il a commencé la partie, justement. Et là, justement, si pratiquement certains, au début, font un peu comme lui, là, on est sauvé. Donc, les pierres étaient contre ceux, justement, qui seraient contre ce genre. Et merci. Merci à vous. Je rebondis sur ta remarque, Robert, parce que c'est vrai que dans le documentaire, pas toujours, selon les contextes, on est quand même obligé alors de mettre en scène. C'est pas comparable à une mise en scène dans le cinéma de fiction, mais en tous les cas, dans le documentaire, mettre en scène, c'est plutôt créer un cadre, et ensuite, il va se passer ce qui se passe, et on est à nouveau dans le réel, et donc dans quelque chose qu'on ne peut pas évidemment contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est un cadre, et donc le créer, en fait, ce cadre. Et c'est vrai que dans le Sud, c'était trop compliqué pour arriver à rencontrer en fait les gens sur cette thématique-là. Donc le seul moyen, c'était de faire une proposition, et qu'à l'intérieur de cette proposition, tout à coup, ces femmes, ces mères, qui se mettent à discuter. Ça, c'était évidemment complètement imprévu. Le fait qu'elles ne soient pas d'accord entre elles, c'était alors là du pain béni pour moi, même si je comprenais rien, mais à leur ton, je supposais qu'elles n'étaient pas d'accord. Alors, bon, la question des mères voilées et de celle qui est habillée, on va dire, plus enfin sans voile en tout cas, et finalement le paradoxe entre les mères voilées qui seraient, je dirais, plus ouvertes pour leurs filles pour partir à l'étranger. Alors, quand Sandra a vu cette séquence, elle m'a dit oui, bon, alors là, il faut quand même nuancer la chose. C'est-à-dire que pour ces mamans voilées, d'envoyer leurs filles faire de la danse en Europe, c'est aussi dans la perspective aussi d'avoir de l'argent. Et c'est pas seulement une ouverture d'esprit, voilà, c'est tellement plus complexe que ça. Donc je tenais à faire aussi cette remarque-là. Juste, merci déjà, merci beaucoup. Ce que raconte votre film en creux aussi, c'est à quel point, à deux endroits différents, le corps est ambigu. C'est-à-dire à quel point le corps est un instrument politique, et on le sent très très fort dans le film. C'est-à-dire que dès qu'il y a ces performances dans la rue, on sent le bord du scandale. C'est-à-dire à quel point c'est possiblement scandaleux de danser dans la rue. Et puis ce qu'on sent aussi, c'est à quel point dans les sociétés qui se ferment, le corps, et ça le film ne le dit pas, mais on le dit en creux, n'est finalement qu'un endroit intime, un endroit privé, et qui n'est visiblement lu et accepté, compris que comme un instrument sexuel. C'est-à-dire que l'épaule de quelqu'un devient quelque chose de sexuel. Le décolleté d'une femme n'est uniquement que quelque chose de sexuel. Ses cheveux ne sont que ça. Et à un moment, je pense que le film dit beaucoup
sur le corps sexuel, mais à quel point aussi ce discours est dû autant par les hommes qui en témoignent que par les femmes qui osent parler. Et si on dézoome un tout petit peu sur ce scandale du corps nu qui ne devrait pas en être un, mais une féministe qui intervient à seins nus n'est lu que comme un acte politique ou comme une provocation sexuelle. Le corps nu, le corps dénudé n'est lu dans une société qui se ferme que comme un instrument sexuel. Et je pense que le film le les fleurs. mais en tout cas, les personnes, pas les métrages, mais les personnes, la parole s'arrête à cet endroit. Et je trouve ça très très fort et en même temps très très inquiétant. Alors, oui, je suis vraiment... merci beaucoup pour votre intervention. Moi, ça me pose aussi la question du corps ici, dans notre société, une société qui se referme, et cette complexité qui, me semble-t-il, souffre beaucoup. La pensée complexe souffre beaucoup, et quand il s'agit du corps de la femme, plus particulièrement, et je vous rejoins là-dessus, je pense que la caricature est extrêmement dangereuse. Ici aussi. Enfin voilà, ça me fait réagir. Oui. Ça marche. Beaucoup de choses ont été dites que je voulais apporter. Donc, je reviendrai seulement sur un aspect peut-être qui apparaît un petit peu, comment dirais-je, pas contradictoire, mais une petite tension. C'est vrai qu'il est dit à un certain moment, bon, la rue ne vous appartient pas. La phrase, effectivement, est citée dès le début. Mais quand le groupe de danseurs se met à faire ces danses, il fait participer effectivement le public, et on voit que le public y participe, un certain public certainement, mais avec un certain plaisir. On voit même, cette image est très belle, cet homme assez âgé qui porte, qui danse, l'image est très belle. Et je voudrais également qu'après on parle des qualités formelles quand même de ce film, c'est quand même une œuvre d'art, bien. Bon, et ça m'a surpris aussi cette tension. Et quand effectivement l'intellectuel a dit, bien j'ai oublié le nom, mais Youssef Sedik. Oui, voilà. Que dans le paradoxe qui vient d'être d'ailleurs encore une fois signalé entre un aspect très charnel, très de la culture arabo-musulmane, bon, et qui en même temps est tabou, un côté paradoxal, et on voit tout ça dans ce film qui apparaît, ce paradoxe qui apparaît. C'est vraiment un énorme paradoxe, en effet, parce que cet homme, oui, j'aime beaucoup aussi cette image de cet homme âgé, hein, qui a le rythme dans le corps. Et c'est une danse, et les femmes aussi, mais c'est vrai qu'on sent quelque chose avec ce talon, donc c'est une danse, je pense que ça doit être assez comparable à la danse du bâton en Égypte, et qui est dansée par les hommes, hein, avec ce talon comme ça. Donc le paradoxe, il est là, à vrai dire, c'est que la danse, elle est partout, dans tous les corps, enfin, elle est traditionnelle, mais à un moment, en effet, il y a quelque chose qui fait limite. Voilà, c'est dans l'espace public, en effet, mais aussi, je dirais qu'au fur et à mesure de l'oppression, le corps devient un sujet d'oppression. Donc la danse, forcément, devient quelque chose de naturellement contestataire, quoi. Et là, on est dans un paradoxe entre culture traditionnelle et puis ce qui se passe, l'instrumentalisation du corps par un pouvoir religieux, enfin voilà, ou en tout cas la religion elle est instrumentalisée. Oui. D'abord, merci et bravo pour ce superbe film. Et simplement une remarque, je me suis rappelé le titre de ce très beau roman de Leila Slimani,
romancière franco-marocaine, qui a écrit Regardez-nous danser, et où justement elle parle de ça, de la question des mœurs, de l'évolution de la société, etc. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir. On comprend l'importance de la danse et du corps, justement, à travers l'éthique de ce film et le titre aussi du roman. Et puis aussi, je me suis dit, mais au fait, la danse, j'ai pensé au bal du 14 juillet. Oui. On honore une révolution, enfin un changement important pour la France, et on l'honore par une soirée dansante. Ça, c'est plutôt sympathique de montrer que finalement, c'est important, voilà, le corps et la danse. C'est des défilés militaires. Il y a aussi des défilés militaires. Oui, oui, absolument. Mais c'est vrai que la danse, le chant aussi, les chants traditionnels, les chansons traditionnelles, je me faisais la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, où on chante plus, je me disais on chante plus vraiment. Je me souviens de repas de famille où tout le monde chante à la fin et tout le monde connaît les paroles. Et en fait, je me suis retrouvée, là, les dernières images dans le générique, hein, là c'est chez Barry, ils dansent tous, et ils chantent. Et ils ont une culture de la chanson populaire, je trouve que nous on l'a perdu en tous les cas, et ça manque parce que c'est quelque chose qui est intergénérationnel à vrai dire. Donc aujourd'hui, nous on est quand même en corps séparés, on ne chante plus, enfin je trouve qu'on est un peu triste aussi. Français. Moi j'ai une question à la cinéaste, c'est un petit peu dans le montage, le parti pris des passages d'un moment à un autre dans le film, qui sont des passages de nuit en voiture, des paysages de nuit, et puis la voix off qui est par-dessus. Et voilà, je voulais interroger un petit peu ce parti pris-là qui m'a... Je n'ai pas compris la première fois, il m'a un petit peu gêné la deuxième fois. Ce qui t'a gêné, c'est la voix off, peut-être, non? C'est toujours compliqué la voix off. Hein. Mais c'est toujours dans la nuit. Dans la nuit? Oui, c'est la nuit. Dans la nuit, voilà. D'accord. Ouais. Alors, bon, d'abord, je trouve que c'est vrai que les paysages de nuit, c'est quand même toujours assez cinématographique. Mais au-delà de ça, et je dirais que j'avais envie de raconter mon voyage. Alors, c'est assez difficile de trouver un équilibre entre parler à la première personne, raconter quelque chose de soi, et puis en même temps revenir à des séquences qui sont, où je montre et je raconte une histoire qui n'est pas la mienne, mais la mienne forcément, elle va irriguer le récit. Parce que en fait, je ne sais pas faire autrement que de... Alors, c'est pas parler de soi pour parler de soi, mais que c'est une aventure, ce film est une aventure et une histoire de rencontre, et que, à vrai dire, ces gens-là, je les aime. C'est pas des gens que je vais filmer comme ça, hop, pendant 48 heures ou une semaine, et puis après je m'en vais, puis je me préoccupe plus du tout de ce qu'ils sont, de ce qui... voilà, je sais pas si je réponds bien, mais en tout cas là, il y a quelque chose d'un investissement personnel qui me paraît essentiel quand on travaille un film documentaire, mais après c'est une approche parmi d'autres. J'aimerais bien parfois prendre un peu plus de distance, mais peut-être, je sais pas. Et puis travailler sur des sujets un peu plus légers, ou la comédie, mais une comédie documentaire, c'est pas facile à trouver. Hein. Il y en a, hein, mais avoir un ton un peu décalé. Oui, pour revenir sur cet aspect flexible de Patrice, moi ça ne m'a pas gêné, puisque tout le film est effectivement à la fois un voyage, bien entendu, mais c'est aussi le départ de ces Tunisiens, notamment de Sandra. D'ailleurs, il y a une scène admirable, c'est quand dans le train entre Tunis et Carthage, on voit le compartiment vide où tu fais sentir le manque de Sandra qui est partie. On le sent bien à ce moment-là. Je trouvais que ce passage était, cette scène assez remarquable. Bon.
Merci Francis. Il y a d'autres aspects également. Oui. Enfin, je sais pas, la nuit, ça fait un peu chronologie, on change de jour. Donc, enfin, moi aussi, c'était bien, enfin, ça m'a pas gêné. Oui, oui, il faut arriver à construire un récit. Il faut que ça avance et il faut qu'on sente le temps en fait, qui passe. Et d'autres choses aussi sur l'obscurité, la clarté, la lumière, il y a des aspects pessimistes, optimistes, tout cela, toutes ces dimensions. Et ces déplacements, c'est aussi des moments où on prend le temps de digérer le film et de se faire son film et d'accompagner le réalisateur dans son chemin et dans sa réflexion. Dans sa réflexion. Mais c'est bien, je crois qu'il faut... En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Ça fait toujours du bien de rencontrer les spectateurs. À une prochaine fois pour un prochain film. Merci encore beaucoup. Merci.